Je n'étais parti que pour 4 jours. 4 misérables jours pour un voyage d'affaires à Chicago, où je concluais le plus gros contrat de ma carrière. Quand je suis entré dans le steakhouse d'Enzo ce vendredi soir-là, je m'attendais à célébrer avec ma femme, Rory, à la fête d'anniversaire de sa sœur. Au lieu de ça, je l'ai trouvée en train de rire comme une adolescente avec Pierce Eldro, son ex-petit ami de l'université, tandis que tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer. Le restaurant bourdonnait de conversations, de tintements de verre et du grésillement de steaks coûteux. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des nappes blanches et des banquettes en cuir. C'était le genre d'endroit d'Ayla. Haut de gamme, prétentieux, le genre d'établissement où un verre de vin coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour leur déjeuner. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte, à observer. Rory avait la main sur l'avant-bras de Pierce, se penchant près de lui tandis qu'il lui chuchotait quelque chose qui la fit rire à gorge déployée. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière, celle qui, selon elle, lui donnait confiance en elle. Apparemment, elle lui donnait assez confiance pour flirter avec d'autres hommes. Jared. Ayla fut la première à me repérer, me faisant signe depuis le bout de la table. Voilà l'homme de la situation. Viens t'asseoir. 23 personnes se tournèrent pour me regarder. Des amis, de la famille, des collègues du cabinet d'avocats de Rory. Je reconnaissais la plupart d'entre eux, bien que je me demandais combien m'appréciaient vraiment par rapport à ceux qui me toléraient simplement parce que j'étais marié à la « fille en or ». Je me suis approché, mais pas étouffé par l'épaisse moquette. Rory leva les yeux, et pendant une fraction de seconde, je vis quelque chose traverser son visage. De la culpabilité, de l'agacement d'être interrompu. Difficile à dire avec Rory. Elle avait perfectionné l'art du camouflage émotionnel au cours de ses années comme avocate plaidante. « Salut, chérie, dit-elle, sans s'éloigner de Pierce. Comment s'est passé ton vol ? » Éclairant. J'ai tiré la chaise vide à côté d'elle. Celle qui aurait dû m'être réservée, mais qui n'était apparemment pas assez importante pour empêcher Pierce de se glisser plus près de ma femme. Pierce tendit la main avec ce sourire de politicien qu'il cultivait depuis le lycée. « Jared, content de te voir, mec. Rory était justement en train de me parler de ton nouveau contrat. Félicitations. » Je lui serrai la main, notant la paume molle et la poignée faible. Pierce avait toujours eu plus d'apparence que de fond, le genre de type qui en impose dans des costumes chers, mais qui s'effondre sous la pression réelle. Il travaillait dans la vente pour une entreprise de technologie. Cependant, d'après ce que j'avais entendu par des amis communs, ces chiffres ne cassaient pas des briques. « Merci », dis-je en m'installant sur ma chaise. Bien que je sois surpris que Rory ait eu le temps de discuter de mes affaires entre deux souvenirs du bon vieux temps. La remarque tomba comme une pierre dans une mare d'eau calme, propageant des ondulations de silence gêné autour de notre section de la table. Ayla haussa un sourcil, savourant clairement l'attention. Elle avait toujours été la plus vive des deux sœurs, plus prompte avec les mots et moins soucieuse des conventions sociales. « Oh, allez », dit Rory, mettant enfin un peu de distance entre elle et Pierce. On parlait juste de l'ancienne bande de l'université. Tu te souviens de Pierce ? Il était dans mon groupe d'études en dernière année. Je me souvenais très bien de Pierce. Je me souvenais de lui tournant autour de Rory comme un chien perdu jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de sortir avec lui. Je me souvenais de leur rupture dramatique juste avant la remise des diplômes. Comment elle avait pleuré pendant des semaines et juré qu'elle ne lui adresserait plus jamais la parole. Apparemment, le temps guérit toutes les blessures, surtout quand votre mari est commodément hors de la ville. Le serveur apparut, posant un whisky sec sans qu'on le lui demande. Ayla avait commandé pour moi, connaissant ma préférence. Au moins quelqu'un à cette table prêtait encore attention aux détails. Alors, Pierce, dis-je en prenant une gorgée du liquide ambré. Qu'est-ce qui te ramène en ville ? La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu étais en train de conquérir la côte ouest. Le sourire de Pierce se crispa presque imperceptiblement. En fait, je suis de retour depuis environ 6 mois. J'ai été transféré au bureau régional. Parfois, la vie vous ramène à votre point de départ, tu sais. C'est drôle comme les choses se passent. C'est marrant, dis-je. Rory n'a jamais mentionné t'avoir croisé. On vient juste de se retrouver récemment, dit rapidement Pierce. On s'est rentré dedans dans ce nouveau café en centre-ville. Le monde est petit. Je hochai la tête, archivant cette information.
Le café se trouvait à 3 pâtés de maison du cabinet d'avocat de Rory. Elle y allait tous les mardis et jeudis matins. Depuis 2 ans. Si Pierce était, Tinsey, tombé sur elle là-bas, c'est qu'il avait bien fait ses devoirs. La conversation dériva vers des sujets plus sûrs. La promotion d'Ayla au rang d'associé principal, le temps inhabituellement chaud, les spéculations sur les prochaines élections. Je participais lorsque c'était nécessaire, mais surtout, j'observais. Rory jetait des regards à Pierce quand elle pensait que je ne regardais pas. Pierce vérifiait constamment son téléphone, tapant des messages rapides sous la table. Des amateurs. Vous savez, dit Ayla pendant une accalmie dans la conversation. En parlant de changement de vie, il y a quelque chose que je voulais vous demander à tous les deux. Elle avait ce regard, celui qu'elle prenait au tribunal quand elle s'apprêtait à anéantir un témoin de la partie adverse. Rory a dû le reconnaître aussi, car elle devint très immobile. Qu'est-ce que c'est, demandai-je, maintenant vraiment curieux. Eh bien, j'examinais des documents de planification successorale pour un client, et ça m'a fait penser à cet accord prénuptial que vous avez signé. Vous vous souvenez comment on a passé des heures à revoir chaque clause? La température à notre bout de la table semble chuter de 10 degrés. Le visage de Rory devint pâle et Pierce trouva soudain son steak fascinant. Ayla, dit doucement Rory. Ce n'est vraiment pas le lieu. Oh, mais c'est un document tellement intéressant, continua Ayla, sa voix portant juste assez pour atteindre les tables voisines. Surtout cette clause de dévastation. Vous savez, celle qui se déclenche si l'une des parties commet l'adultère. Confiscation totale des biens matrimoniaux, dissolution immédiate, aucune contestation autorisée. Je posai mon verre de whisky très délicatement. Autour de nous, les conversations s'étaient arrêtées. Pierce avait l'air de vouloir se cacher sous la table. La main de Rory tremblait alors qu'elle attrapait son verre de vin. Ça suffit, murmura Rory. Je trouve juste que c'est fascinant d'un point de vue juridique, dit innocemment Ayla. Je veux dire, qui serait assez fou pour tout risquer pour une indiscrétion passagère? Il faudrait être quelqu'un d'incroyablement imprudent ou d'incroyablement stupide. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et cliquer sur le bouton de notification pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je sortis mon téléphone et envoyai un texto rapide à Drake Torrent, mon avocat. Exécutez la clause de dévastation. Mise en œuvre complète maintenant. La réponse revint en moins de 30 secondes. Confirmé. Tous les comptes sont gelés. Les biens sont sécurisés. Les papiers seront déposés dès lundi matin. Je me levai, laissant tomber ma serviette sur la table. Eh bien, ça a été éclairant. Merci pour cette charmante soirée, Ayla. Joyeux anniversaire. Jared. Attends. Rory se leva précipitamment, la panique s'insinuant dans sa voix. Où vas-tu? Je la regardais. La regardais vraiment pour ce que je soupçonnais être la dernière fois en tant que ma femme. Elle était toujours belle, toujours la femme ambitieuse dont j'étais tombé amoureux il y a 12 ans. Mais quelque part en chemin, l'ambition s'était transformée en sentiment de dû, et l'amour était devenu une commodité. Je rentre à la maison, dis-je. À notre maison. Tu sais, celle qui est à mon nom. Je me dirigeai vers la sortie, entendant les chaises grincer derrière moi alors que les gens se levaient. Les talons de Rory claquaient rapidement sur le sol alors qu'elle se dépêchait de me rattraper. Jared, s'il te plaît. Tu fais une scène. Elle siffla, me saisissant le bras dans le foyer du restaurant. Je me tournai pour lui faire face, gardant ma voix basse mais claire. Je fais une scène? C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de quelqu'un qui a passé la dernière heure à flirter avec son ex devant la moitié de la communauté juridique. Ce n'était pas comme ça. Garde ça pour quelqu'un que ça intéresse, dis-je en retirant doucement sa main de mon bras. Appelle Pierce. Peut-être qu'il pourra te faire un virement pour le ticket de bus. Je sortis dans l'air frais du soir, laissant derrière moi le son de la voix de Rory appelant mon nom et le murmure excité des ragots qui commençaient déjà à se répandre dans le restaurant. 4 jours. C'est tout ce qu'il avait fallu pour que mon mariage implose. Mais en rentrant chez moi par des rues familières, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La liberté. Le jeu ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis longtemps,
j'avais toutes les cartes en main. La maison semblait différente quand je suis entré seul cette nuit-là. Plus grande, en quelque sorte, mais aussi plus mienne qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me servis un autre whisky et m'assis dans mon fauteuil en cuir, celui dont Rory se plaignait toujours, le qualifiant d'horreur visuelle qui ne correspondait pas à son décor soigneusement choisi. Mon téléphone vibra avec le premier de ce qui seraient de nombreux appels de Rory. Je le laissai aller à la messagerie vocale, puis j'écoutais ses messages de plus en plus frénétiques tout en examinant les documents que Drake m'avait envoyés par email. Jared, décroche. Nous devons en parler comme des adultes. Je sais que tu es en colère, mais tu réagis de manière excessive. Pierce et moi ne sommes que des amis. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement geler nos comptes parce que tu es jaloux. S'il te plaît, chérie, rappelle-moi. On peut arranger ça. Au 5e message, le ton mielleux avait disparu, remplacé par le tranchant qu'elle utilisait contre la partie adverse. C'est du harcèlement, Jared. Je te traînerai en justice si vite que tu ne sauras pas ce qui t'arrive. Tu ne peux pas me faire ça. Mais je le pouvais, et je l'avais fait. L'accord prénuptial qu'Ayla avait conçu était en béton, conçu pour protéger les deux parties, mais particulièrement dévastateur pour quiconque serait assez stupide pour en violer les termes. Rory l'avait signé sans trop y penser, confiante dans sa propre fidélité et désireuse de se marier. Elle n'avait jamais pris la peine de lire les petits caractères. Samedi matin apporta un nouveau divertissement. Je prenais mon café sur la terrasse arrière quand j'entendis une voiture s'arrêter dans l'allée. Par le portail latéral, je regardais Rory marcher d'un pas décidé vers la porte d'entrée, portant toujours ses vêtements de la nuit précédente. Elle essaya sa clé, puis frappa à la porte quand elle ne tourna pas. J'avais fait changer les serrures à 6 heures du matin. Drake connaissait un type qui lui devait une faveur. « Jared », cria-t-elle, « ouvre cette porte tout de suite. » Je restai où j'étais, savourant mon café et le spectacle. Madame Henderson, la voisine, était sortie pour arroser son jardin, mais elle était clairement plus intéressée par le drame qui se déroulait sur mon perron. « Je sais que tu es là. » La voix de Rory devenait stridente. « C'est aussi ma maison. » En fait, non. La maison était à moi. Achetée avant notre mariage avec l'argent que j'avais économisé pendant mes années d'ingénieur. Rory n'avait jamais contribué d'un centime à l'hypothèque, bien qu'elle ait dépensé beaucoup pour les rénovations et les meubles. Mon téléphone sonna. Drake. Bonjour, rayon de soleil. Sa voix rauque portait une pointe d'amusement. Je suppose que madame a découvert ces nouvelles conditions de logement. Elle offre un spectacle gratuit au voisinage, dis-je, en regardant Rory essayer de regarder par les fenêtres de devant. Comment ça se passe de ton côté? Tout est verrouillé. Compte joint gelé, carte de crédit annulée, son nom retiré de tout ce qui compte. Elle a son compte courant personnel et le liquide qu'elle avait sur elle, mais c'est tout. Oh, et j'ai un huissier de justice prêt pour lundi matin. Parfait. Il y a une chose, dit Drake. Elle a essayé d'accéder au coffre-fort ce matin. La banque m'a appelé quand ils n'ont pas réussi à te joindre. C'était intéressant. Le coffre-fort contenait des documents importants, des bijoux et environ 15 000 $ en espèces, de l'argent d'urgence que j'avais mis de côté au fil des ans. Pourquoi Rory aurait-elle besoin d'y accéder, à moins qu'elle ne prépare quelque chose? Garde-le verrouillé, dis-je. Si elle veut quelque chose de là-dedans, elle peut demander gentiment. Après que Drake ait raccroché, je suis rentré et j'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre. Le dressing de Rory était exactement comme elle l'avait laissé, organisé par couleur et par saison, les chaussures rangées en rangées nettes, les bijoux exposés dans une armoire sur mesure. Elle voudrait probablement récupérer ses affaires un jour, mais pour l'instant, tout restait en place. J'examinais sa boîte à bijoux quand j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Le collier de perles que sa grand-mère lui avait laissé, d'une valeur d'environ 5 000 $, avait disparu. Ainsi que ses boucles d'oreilles en diamant et la broche antique qu'elle avait héritée de ma mère. Intéressant. Rory avait planifié sa stratégie de sortie depuis plus longtemps que je ne le pensais. Les coups sur la porte d'entrée avaient cessé, mais quand j'ai regardé par la fenêtre de la chambre, j'ai vu Rory assise dans sa voiture, parlant avec animation au téléphone, appelant probablement Pierce ou peut-être son avocat. Quoi qu'il en soit, elle était sur le point de recevoir de très mauvaises nouvelles concernant ses options. J'ai décidé d'aller au gymnase de Mickey, mon sanctuaire depuis 5 ans.
L'endroit était tout ce que Rory détestait. Bruyant, en sueur, peuplé d'ouvriers qui se fichaient de son diplôme de droit ou de ses relations sociales. Mickey Torino, le propriétaire, était un ancien boxeur qui m'avait pris sous son aile quand j'étais arrivé en colère et en mauvaise forme après une semaine de travail particulièrement brutale. « Tiens, tiens, dit Mickey en me voyant entrer. Regarde ce que le vent nous amène. Je pensais que tu en avais fini avec nous maintenant que tu es un homme d'affaires important. Jamais trop important pour cet endroit, dis-je en bandant mes mains. De plus, je pourrais avoir besoin de me remettre en forme pour le combat. Mickey haussa un sourcil mais ne posa pas de questions. C'était l'une des choses que j'aimais chez lui. Il comprenait que certaines conversations se faisaient avec des gants, pas avec des mots. J'en étais à mon 3e round sur le sac de frappe quand Pierce Eldro entra. Il avait l'air ridicule dans sa tenue de sport de marque, comme un mannequin jouant à s'habiller. Plusieurs des habitués jetèrent un coup d'œil, le jaugeant avec le mépris désinvolte réservé aux frimeurs évidents. « Jared, dit-il en s'approchant prudemment. J'espérais qu'on pourrait parler. » J'arrêtai de frapper le sac et me tournai vers lui. « Parler de quoi, Pierce ? De la nuit dernière, de Rory ?» Il regarda nerveusement autour de lui, clairement mal à l'aise avec le public. « Écoute, je crois qu'il y a eu un malentendu. »« Vraiment ? Quel genre de malentendu ? Rory et moi sommes juste amis, de vieux amis qui reprennent contact. Il n'y a rien de romantique entre nous. » Je débandai lentement mes mains, prenant mon temps. « C'est drôle, parce que d'après les relevés de carte de crédit de ma femme, vous avez repris contact assez régulièrement. Déjeuner le mardi chez Romano, rendez-vous café le jeudi, ce week-end à la montagne qu'elle m'a dit être une conférence juridique. » Le visage de Pierce devint blanc. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. » Je m'approchai et il recula instinctivement. « Tu sais exactement de quoi je parle parce que tu planifies ça depuis des mois. La rencontre accidentelle, l'amitié ravivée, la séduction progressive d'une femme au foyer qui s'ennuie et qui pense qu'elle mérite mieux que ce qu'elle a. Ce n'est pas comme ça. Voilà comment c'est, dis-je, ma voix portant clairement dans le gymnase. C'est que tu es un minable pathétique qui n'a pas réussi en Californie, alors tu es revenu ici en rampant pour te mêler du mariage d'un autre homme. C'est que tu es tellement désespéré de validation que tu poursuis une femme qui t'a largué il y a 20 ans. Le gymnase était devenu silencieux. Même la musique semblait assourdie. Pierce regarda autour de lui désespérément, réalisant qu'il était complètement hors de son élément. « Tu ne comprends pas, dit-il faiblement. Rory n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse depuis des années. Et tu vas arranger ça ? Toi. » Je ris et plusieurs des gars se joignirent à moi. « Pierce, tu ne pourrais même pas réparer un pneu crevé, encore moins un mariage. Qu'est-ce que tu penses avoir à lui offrir, exactement ?» Il se redressa, essayant de trouver un peu de courage. « Plus que toi, apparemment. Au moins, je l'écoute. Au moins, j'apprécie ce qu'elle a accompli. Oh, tu apprécies ses accomplissements. C'est touchant. » Je pris ma bouteille d'eau et bus une longue gorgée. « Dis-moi, Pierce, comment vont tes propres accomplissements ? Toujours dans la vente, n'est-ce pas ? Comment ça marche pour toi ? » Sa mâchoire se serra. « Je m'en sors bien. »« Vraiment ? Parce que j'ai entendu d'un ami commun que ton entreprise a des difficultés. Licenciement, territoire réduit, quota non atteint. Ça doit être difficile d'essayer d'impressionner une avocate à succès quand tu peux à peine maintenir ta propre carrière à flot. » Ça a fait mouche. Les mains de Pierce se serrèrent en poing. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de me frapper. Ça aurait été amusant. Au lieu de ça, il essaya de retrouver son sang-froid. Il ne s'agit pas d'argent ou de carrière. Il s'agit de connexion, de compréhension. Point d'opportunité, l'interrompis-je. Je me détournai, le congédiant, et pris mon shake de protéines. En dévissant le bouchon, je fis semblant de trébucher légèrement, éclaboussant le liquide chocolaté sur les baskets blanches immaculées de Pierce. « Oups, dis-je. Désolé pour ça. Elles ont l'air chères. » Pierce baissa les yeux sur ses chaussures ruinées, probablement $200 de cuir italien, maintenant tachées de brun. « Tu l'as fait exprès. »« Ah bon ? » Difficile à prouver. J'haussai les épaules. Les accidents arrivent.
Tout comme de vieux amis se rencontrent accidentellement dans des cafés, n'est-ce pas? Il ouvrit la bouche pour répondre, puis sembla y réfléchir à 2 fois. Au lieu de ça, il se tourna et se dirigea d'un pas raide vers la sortie, ses chaussures mouillées grinçant à chaque pas. La porte claqua derrière lui, et le gymnase éclata de rire. Bien joué, dit Mickey, apparaissant à mon coude. Ce gamin avait besoin d'une leçon d'humilité. Oh, on ne fait que commencer, dis-je. Ce soir-là, j'ai fait un tour en voiture dans le quartier de Pierce. Il vivait dans un complexe d'appartements branchés du centre-ville, le genre d'endroit qui se présentait comme destiné aux jeunes professionnels, mais qui n'était en réalité que des studios hors de prix avec des noms fantaisistes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Effectivement, vers 22 heures, Pierce est sorti de l'immeuble et s'est dirigé vers sa voiture, une BMW en leasing qui coûtait probablement plus cher par mois que le loyer de la plupart des gens. Il était habillé pour sortir, rencontrant probablement Rory quelque part de discret. Je l'ai suivi à distance alors qu'il se rendait au Marriott de la 5e rue. Choix intéressant. Assez proche du centre-ville pour être pratique, mais assez loin des lieux habituels de Rory pour éviter d'être reconnu. Pierce s'est garé dans le garage de l'hôtel et a disparu à l'intérieur. Je ne l'ai pas suivi. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi et j'ai passé quelques coups de fil. Le matin, Pierce découvrirait que quelqu'un avait apparemment mis du sucre dans son réservoir et crevé 2 de ses pneus. Rien qui ne puisse être réparé, mais cher et gênant. Le genre de choses qui pourrait arriver à quelqu'un qui se gare dans des zones mal éclairées tout en se livrant à des activités douteuses. Dimanche apporta un nouveau développement. Je lisais le journal quand mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi à Riverside Park. Midi vient seul. Rory devenait désespéré, recourant à des téléphones prépayés et à des réunions clandestines. Ça promettait d'être intéressant. Je suis arrivé au parc avec 15 minutes d'avance et j'ai choisi un banc avec une vue dégagée sur toutes les approches. Riverside Park était bondé le dimanche après-midi. Des familles avec des enfants, des joggeurs, des couples promenant leurs chiens. Beaucoup de témoins si Rory décidait de faire une autre scène. Elle est apparue pile à l'heure, vêtue d'un jean et d'un pull au lieu de sa tenue professionnelle habituelle. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte, comme si le stress des dernières 48 heures l'avait vieilli. « Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant à côté de moi, mais en gardant une distance prudente. Tu as dit qu'il fallait qu'on parle. Je t'écoute. » Elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Je veux m'excuser pour vendredi soir. Tu avais raison. J'ai été inapproprié avec Pierce et je suis désolé que tu aies dû voir ça. » Inapproprié, répétai-je. C'est un choix de mots intéressant. Ce que je veux dire, c'est que je t'ai peut-être donné une fausse impression sur ma relation avec lui. Et quelle serait la bonne impression? Elle hésita, choisissant ses mots avec soin. Pierce et moi sommes amis. Rien de plus. Oui, nous avons déjeuné quelques fois et oui, nous avons parlé du bon vieux temps, mais il n'y a rien de romantique entre nous. Je hochai la tête, pensif. Alors, quand tu lui as parlé des problèmes dans notre mariage, c'était juste une conversation amicale? Son sang-froid s'effrita légèrement. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des problèmes. Quand tu te plaignais de la façon dont je ne comprends pas les pressions de ta carrière, dont je n'apprécie pas tes sacrifices, dont tu te demandes parfois à quoi aurait ressemblé ta vie si tu avais fait des choix différents. Tout ça, c'était juste des bavardages sans importance? Elle me fixa, réalisant que j'en savais plus qu'elle ne le pensait. Comment sais-tu? Comment je sais pour vos conversations, Rory? Tu es une femme intelligente, mais tu n'es pas aussi prudente que tu le penses. SMS, relevé de carte de crédit, données de localisation. Tout est là si quelqu'un sait où chercher. Tu m'as espionné. J'ai été attentif, chose que j'aurais apparemment dû faire plus tôt. Nous restâmes assis en silence un moment, regardant un jeune père pousser sa fille sur une balançoire. Elle poussait des cris de joie à chaque fois qu'il la poussait plus haut, une confiance totale entre ses mains. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement Rory. « Je veux l'honnêteté. Une honnêteté complète et brutale. Pas de jargon d'avocat, pas de phrases soigneusement choisies, pas d'omission stratégique. Juste la vérité. » Elle resta silencieuse si longtemps que je pensais qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla enfin,
sa voix était à peine un murmure. Je suis malheureuse depuis longtemps. Pas avec toi spécifiquement, mais avec tout. Ma vie, notre vie, les choix que j'ai faits. Quand Pierce est revenu, il m'a rappelé qui j'étais avant. Les rêves que j'avais avant d'être prise dans les hypothèques, les dîners et le maintien des apparences. Alors tu as décidé d'avoir une liaison? Non. Le mot sortit plus sèchement qu'elle ne l'avait prévu. Je veux dire, pas exactement. Nous n'avons jamais. Nous n'avons pas. Quoi, Rory? Nous n'avons pas couché ensemble, dit-elle enfin. Nous en avons parlé, et nous nous sommes embrassés quelques fois, mais nous n'avons pas encore franchi cette ligne. Encore, admit-elle. Au moins, elle était honnête maintenant. Je sentis quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas du pardon, mais une sorte de clarté. Il ne s'agissait pas de passion ou de grande romance. Il s'agissait d'une crise de la quarantaine et d'un mauvais contrôle des impulsions. Voici ce qui va se passer, dis-je. Tu vas mettre fin à tout ce que tu as avec Pierce, complètement, définitivement, sans aucun contact. Tu vas déménager de la maison et trouver ton propre logement. Et tu vas signer les papiers du divorce sans contestation. Et si je fais tout ça? Alors je pourrais envisager un accord qui te laisse avec un peu plus que ton compte courant personnel. Elle se tourna pour me regarder directement pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Et si je ne le fais pas? Alors la clause de dévastation s'applique et tu obtiens exactement ce que l'accord prénuptial spécifie pour l'adultère. Rien. Mais nous n'avons pas. L'adultère n'est pas seulement physique, Rory. Les liaisons émotionnelles comptent aussi. Surtout quand elles impliquent des réunions secrètes, des mensonges et des bijoux volés pour financer ta stratégie de sortie. Son visage devint pâle. Tu sais pour les bijoux. Je sais beaucoup de choses. La question est de savoir si tu es assez intelligente pour limiter tes pertes ou assez stupide pour continuer à creuser ce trou. Elle se leva brusquement, son sang-froid se brisant enfin complètement. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai construit une carrière, une réputation. Je ne te laisserai pas détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je ne détruis rien, dis-je calmement. Tu as fait ça toute seule. Je m'assure juste qu'il y ait des conséquences. Elle s'éloigna sans un autre mot, les épaules raides de colère et de peur. Je restai sur le banc quelques minutes de plus, regardant les familles profiter de leur dimanche après-midi. Bientôt, je serai libre de construire la vie que je voulais. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Mon téléphone vibra avec un SMS de Drake. L'avocat de Rory a appelé. Ils veulent une réunion demain. Ça devrait être amusant. Je souris et répondis, que les jeux commencent. Lundi matin apporta le genre de pluie grise et fine qui donnait à tout un air fatigué et vaincu. J'étais à mon bureau à 7 heures du matin, rattrapant mes emails et examinant des contrats qu'André appela avec une mise à jour. Je sors juste de la réunion avec l'équipe juridique de Rory, dit-il, l'air amusé. Elle a pris Hamilton, Morrison et Associates pour la représenter. Du lourd. Des gros calibres chers, dis-je. Hamilton était l'un des cabinets de droit de la famille les plus prestigieux de l'État, le genre de cabinet qui facturait $500 de l'heure juste pour répondre au téléphone. Très cher, ce qui me fait me demander comment elle compte les payer compte tenu de sa situation financière actuelle. C'était une bonne question. Le compte courant personnel de Rory contenait peut-être $3000, et ses cartes de crédit étaient au maximum à cause de ses virées shopping et de ses déjeuners secrets avec Pierce. Soit elle avait trouvé un bienfaiteur très généreux, soit elle misait tout sur l'annulation de l'accord prénuptial. Quelle est leur stratégie, demandai-je. Il invoque la détresse émotionnelle, arguant que tu as créé un environnement hostile qui l'a forcé à chercher du réconfort ailleurs. Ils veulent que l'accord prénuptial soit déclaré invalide pour cause de coercition et de clauses abusives. Je ris. Coercition? Elle a fait examiner l'accord par son propre avocat. Bon sang, sa sœur a rédigé la moitié des clauses. J'ai mentionné ça. Ils prétendent qu'Ayla avait un conflit d'intérêts et que Rory a été poussé à signer par la dynamique familiale. C'est désespéré, même pour eux. Ça s'améliore, dit Drake. Ils prétendent aussi que tu as été financièrement abusif tout au long du mariage, contrôlant l'argent et limitant son indépendance. Avec quelle preuve? Je me frottais les tempes, sentant un mal de tête poindre. Après que Drake ait raccroché,
j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit vagabondait. Rory jouait un jeu dangereux, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas pour des avocats qui lui donnaient probablement de faux espoirs quant à ses chances. C'était comme regarder quelqu'un parier son dernier dollar sur une main perdante. Trop fier ou trop stupide pour abandonner. Mon assistante frappa à la porte vers 10 heures. « Monsieur Solas, il y a une femme qui veut vous voir. » Elle dit que c'est personnel. Je levai les yeux pour voir Ayla debout dans l'encadrement de la porte, l'air inhabituellement sérieux. Elle était vêtue de sa tenue de tribunal, un tailleur noir impeccable, les cheveux tirés sévèrement en arrière. Le genre de tenue conçue pour intimider la partie adverse. « Il faut qu'on parle », dit-elle en fermant la porte derrière elle. De Rory, de beaucoup de choses. Elle s'assit en face de mon bureau, croisant les jambes et m'étudiant avec ses yeux verts perçants. J'ai entendu dire qu'elle a engagé Hamilton pour contester l'accord prénuptial. Les nouvelles vont vite. C'est le cas quand on fait partie de la même communauté juridique. Richard Hamilton m'a appelé ce matin pour pêcher des informations sur la construction du document. C'était intéressant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien d'utile. Secret professionnel et tout ça. Elle sourit légèrement. Mais je pensais que tu devrais savoir qu'ils vont s'en prendre à moi durement, en essayant de prouver que j'avais un conflit d'intérêts quand j'ai aidé à rédiger l'accord. En avais-tu un? La question resta en suspens entre nous. Le sourire d'Ayla s'élargit, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. Ça dépend de la façon dont on définit le conflit d'intérêts, dit-elle finalement. Je veillais à tes meilleurs intérêts, certainement. Que cela soit en conflit avec les intérêts de Rory est une question de perspective. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je connais ma sœur depuis bien plus longtemps que toi. Je connais ses faiblesses, ses schémas, sa tendance à prendre de mauvaises décisions quand elle s'ennuie ou qu'elle est frustrée. Ayla se pencha légèrement en avant. La clause de dévastation n'était pas seulement pour te protéger d'une future infidélité hypothétique, Jared. C'était une assurance contre une infidélité inévitable. Les mots me frappèrent comme une gifle glaciale. Tu savais qu'elle te tromperait. Je savais qu'elle en était capable. Rory a toujours été égoïste. Elle a toujours cru que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Même enfant, elle prenait mes jouets, mes amis, mes petits amis, puis faisait semblant d'être surprise quand je me fâchais. Tes petits amis? L'expression d'Ayla se durcit. En dernière année d'université, j'étais fiancé à Michael Torres. Un type super, étudiant en droit, tout était planifié. Puis Rory a décidé qu'elle s'ennuyait avec Pierce et a voulu voir ce que je voyais en Michael. Je sentis les pièces du puzzle s'emboîter. Elle t'a volé ton fiancé. Elle l'a séduit à ma fête d'anniversaire, puis a agi comme si c'était un grand geste romantique quand ils ont fini ensemble. Ça a duré environ 6 mois avant qu'elle ne s'ennuie et passe à autre chose. Mais à ce moment-là, Michael et moi, c'était fini. Et tu ne me l'as jamais dit. Point parce que je pensais que le mariage la changerait peut-être. Peut-être qu'avoir quelque chose de réel à perdre la ferait grandir. Ayla haussa les épaules. Je me suis trompé, évidemment. Mais je me suis assuré que l'accord prénuptial te protégerait quand il s'avérerait que j'avais tort. Je la fixai, essayant de digérer cette révélation. Alors toute cette histoire, la clause, le montage, tout ça, c'était une vengeance? Justice, corrigea-t-elle. La vengeance aurait été plus directe. Ici, ce ne sont que des conséquences. Rory a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec les résultats. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Ta voiture a l'air sympa. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Je montrai le message à Ayla, qui fronça les sourcils. Pierce? Probablement. Il est en pleine escalade depuis notre conversation au gymnase. Quelle conversation? Je l'ai mis au courant de la visite de Pierce chez Mickey, de son humiliation et du vandalisme ultérieur de sa voiture. Ayla écouta avec un amusement croissant. Tu as mis du sucre dans son réservoir. Je n'ai rien fait, dis-je innocemment. Mais quelqu'un l'a certainement fait, en plus de crever ses pneus. Jared, dit-elle, mais elle souriait. C'est terrible. Terrible mais efficace. Il est déstabilisé, il fait des erreurs, il envoie des SMS menaçants qui peuvent être retracés jusqu'à lui. Mon téléphone vibra de nouveau. Tu te crois si malin?
On verra si tu es si malin quand tout le monde saura quel genre d'homme tu es vraiment. Je transférai le message à Drake avec une note. Ajoute ça au dossier. Il n'est pas très doué pour ça, observa Ayla. Non, en effet. Pierce a toujours été plus de la frime que du fond. La question est de savoir jusqu'où il est prêt à aller pour impressionner Rory. Ce soir-là, je l'ai découvert. Je quittais le bureau vers 19h quand j'ai remarqué que ma voiture, une Audi de 2 ans que j'avais achetée après avoir décroché mon plus gros client, avait été rayée le long du côté conducteur. Des rayures profondes et délibérées qui coûteraient des milliers de dollars à réparer correctement. J'ai fait le tour du véhicule, documentant les dégâts avec l'appareil photo de mon téléphone. Les rayures formaient un mot. Minable. Subtil, Pierce. Très subtil. J'ai appelé la police et déposé une plainte, puis j'ai fait remorquer la voiture chez un carrossier. En attendant un taxi, j'ai appelé le gymnase de Mickey. Mickey, c'est Jared. Est-ce que ton neveu travaille toujours à la sécurité dans ce complexe d'appartements du centre-ville? Oui, Tommy est de nuit à Harborview. Pourquoi? J'ai besoin d'une faveur. Rien d'illégal, juste des informations sur l'un des résidents. Quel genre d'informations? Le genre qui pourrait m'aider à comprendre la routine quotidienne de quelqu'un. Mickey resta silencieux un moment. C'est à propos de ce bellâtre qui est venu chercher des ennuis hier? C'est possible. Tommy termine à 6h du matin. Je lui demanderai de t'appeler. Le lendemain matin, Tommy Torino appela avec des nouvelles intéressantes. Pierce avait travaillé tard ces dernières nuits, quittant son appartement vers minuit et ne rentrant qu'à l'aube. Sa voiture apparaissait dans les parkings d'hôtels de la ville. Des hôtels différents chaque nuit, mais toujours le même schéma. On dirait qu'il essaie d'éviter d'être suivi, dit Tommy, mais il n'est pas très doué pour ça. Il utilise toujours la même carte de crédit, la même routine. Une idée de qui il rencontre? Je suis presque sûr que c'est une femme. Je les ai vus ensemble dans le hall du Marriott avant-hier soir. Blonde, l'air professionnel, elle semblait contrariée par quelque chose. Rory rencontrait Pierce dans des hôtels maintenant, probablement pour planifier leur prochain coup. Les bijoux volés finançaient probablement ses rencontres clandestines ainsi que sa coûteuse représentation légale. Elle brûlait ses ressources rapidement, faisant des choix de plus en plus désespérés. J'ai décidé qu'il était temps d'appliquer plus de pression. Mercredi soir, je me suis rendu à Harborview et je me suis garé de l'autre côté de la rue de l'immeuble de Pierce. Effectivement, vers 23h30, il est sorti et est monté dans une voiture de location. Apparemment, sa BMW était toujours au garage après l'incident du sucre et des pneus. Je l'ai suivi jusqu'au Sheraton, puis j'ai appelé le numéro principal de l'hôtel. Hôtel Sheraton, comment puis-je vous aider? Bonjour, ici l'inspecteur Morrison de la police municipale, dis-je en approfondissant légèrement ma voix. Nous avons eu des rapports d'activité suspectes dans votre parking. Pourriez-vous demander à la sécurité de faire une ronde? Bien sûr, inspecteur. Tout de suite. 20 minutes plus tard, Pierce et Rory sont sortis en hâte de l'hôtel, l'air paniqué et débraillé. La sécurité de l'hôtel posait probablement des questions embarrassantes sur le couple qui se rencontrait secrètement dans différentes chambres. Je les ai suivis jusqu'à l'appartement de Pierce où ils sont restés assis dans la voiture pendant encore 30 minutes, se disputant clairement. Rory est sorti 2 fois, claquant la porte à chaque fois, avant de finalement partir en trombe dans sa propre voiture. Jeudi apporta plus de divertissement. Drake appela avec une mise à jour sur la procédure judiciaire. Hamilton a déposé sa requête en annulation de l'accord prénuptial, dit-il. C'est aussi faible que nous l'attendions, mais ils tentent le tout pour voir ce qui pourrait marcher. Quel est leur calendrier? L'audience est prévue pour vendredi prochain. La juge Morrison préside. Elle est dure mais juste. Elle n'aime pas les arguments futiles. Et notre contre-requête? Déposée ce matin. Preuve d'adultère, de vol et de fraude. De plus, les SMS menaçant que Pierce envoie devraient suffire non seulement à maintenir l'accord prénuptial, mais potentiellement à faire inculper Rory pour vol. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de ma banque. Quelqu'un avait tenté d'accéder au coffre-fort en utilisant des documents falsifiés. La tentative avait échoué, mais les caméras de sécurité de la banque avaient capturé des images claires de la personne faisant la tentative. Ce n'était pas Rory, c'était Pierce.
J'ai rencontré le directeur de la banque et j'ai visionné les images. Pierce était entré en costume cravate, portant ce qui semblait être des documents officiels, et s'était approché avec assurance de la zone des coffres-forts. Lorsque l'employé a demandé une pièce d'identité et une vérification, il avait présenté un permis de conduire et ce qui ressemblait à une procuration. Les documents étaient des faux bien faits, expliqua le directeur. Si notre employé n'avait pas été particulièrement méticuleux, il aurait pu y avoir accès. Que cherchait-il? Selon la procuration, il était censé récupérer des objets spécifiques pour Madame Solas. Bijoux, espèces, documents importants. Rory avait donc envoyé Pierce vider le coffre-fort, prévoyant probablement d'utiliser le contenu pour financer leur fuite ou leur défense juridique. Le fait qu'il ait utilisé des documents falsifiés signifiait qu'ils étaient tous les deux maintenant coupables de tentatives de fraude en plus de tout le reste. J'ai appelé Drake avec la nouvelle. Magnifique, dit-il. La fraude bancaire est un délit fédéral. Même la tentative est un crime grave. Qu'est-ce que tu veux en faire? Pour l'instant, rien. Mais s'il continue à pousser, nous pouvons toujours remettre les preuves au FBI. Ce soir-là, j'ai décidé de visiter le country club où Rory et moi étions membres depuis 5 ans. Le Lakewood Country Club était un mélange de vieilles fortunes et de nouvelles prétentions, le genre d'endroit où les affaires se concluaient sur un parcours de golf et où les réputations se faisaient ou se défaisaient au dîner. J'ai trouvé Rory au bar, assise seule à une table d'angle, sirotant ce qui ressemblait à son 3e martini. Elle était toujours belle, mais il y avait maintenant une pointe de désespoir en elle, une fragilité qui n'était pas là une semaine auparavant. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» demandai-je, sans attendre de réponse avant de m'asseoir. Elle leva les yeux, les paupières rougies. « Tu viens te vanter ? Je viens t'offrir une dernière chance d'être intelligente à ce sujet. » Intelligente ? Elle rit amèrement. « Tu as détruit ma vie, gelé mes avoirs, retourné ma propre sœur contre moi, et tu veux parler d'être intelligente ? Je n'ai pas retourné Ayla contre toi, Rory. Tu as fait ça il y a des années quand tu as volé son fiancé. » Son visage devint blanc. Elle t'a parlé de Michael. Elle m'a dit beaucoup de choses, y compris le fait qu'elle a conçu l'accord prénuptial spécifiquement pour te piéger quand tu finirais inévitablement par tromper. Rory fixa son verre de martini, faisant tourner l'olive avec une petite épée en plastique. Elle m'a toujours détesté. Même quand nous étions enfants, elle était jalouse de tout ce que j'avais. Ou peut-être qu'elle en avait juste marre de te voir prendre des choses qui ne t'appartenaient pas. Michael est venu à moi, dit Rory sur la défensive. Je ne l'ai pas séduit. Il a dit qu'il avait des doutes sur Ayla, qu'il pensait que nous étions mieux assortis. Et Pierce, il est venu à toi aussi? Elle resta silencieuse un long moment. Pierce me comprend. Il voit qui je suis vraiment, pas seulement ce que je peux fournir ou accomplir. Ce qu'il voit, c'est une opportunité. Une avocate à succès avec des actifs et des relations. Quelqu'un qui peut l'aider à reconstruire sa carrière défaillante. Ce n'est pas vrai. Ah non? Quand est-ce que Pierce a payé le dîner pour la dernière fois? Quand a-t-il contribué à votre relation autrement qu'avec des flatteries et des promesses vides? Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Voici ce que je te propose, dis-je. Abandonne la contestation judiciaire, mets fin à ta relation avec Pierce, et je te donnerai un divorce propre avec assez d'argent pour repartir à zéro. Continue à te battre et tu perdras tout. Ta carrière, ta réputation, ta liberté. Ma liberté? Je sortis mon téléphone et lui montrai les images de sécurité de la banque de Pierce tentant d'accéder au coffre-fort. Fraude bancaire, Rory. Accusation fédérale. Même si tu ne savais pas qu'il utilisait des documents falsifiés, tu l'as envoyé là-bas. Ça fait de toi une complice. Sa main trembla alors qu'elle attrapait son verre. Tu bluffes. Est-ce que je bluffe? Tu veux parier ton avenir là-dessus? Je me levai, laissant un billet de 20 sur la table pour payer ses verres. Tu as jusqu'à l'audience de vendredi pour décider. Après ça, l'offre expire, et tu devras vivre avec les conséquences de tes choix. En m'éloignant, je l'entendis appeler mon nom, mais je ne me retournai pas. Le jeu était presque terminé, et Rory commençait enfin à comprendre qu'elle jouait avec un jeu de cartes truqué depuis le début. Le vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. Le reste de la semaine s'est écoulé dans un flou de préparatifs juridiques et de désespoir croissant du camp de Rory. Drake a travaillé sans relâche pour rassembler les preuves et les déclarations de témoins,
tandis que je me concentrais sur mes affaires et tentais de maintenir une certaine apparence de normalité. Pendant ce temps, Pierce semblait complètement perdre pied avec la réalité. Les SMS menaçants ont continué, devenant de plus en plus déséquilibrés. Mercredi, tu as détruit ma voiture. Tu vas le payer. Jeudi, Rory mérite mieux qu'un maniaque du contrôle comme toi. Vendredi matin, ce n'est pas fini. Loin de là. Chaque message était transféré à Drake et ajouté à notre dossier de preuves grandissant. Pierce construisait notre affaire pour nous, un SMS paranoïaque à la fois. L'audience était prévue pour 14 h le vendredi. Je suis arrivé au palais de justice en avance, portant mon plus beau costume et une mallette pleine de documents qui détruiraient systématiquement toute sympathie que la juge pourrait avoir pour la position de Rory. Rory était déjà là avec son équipe juridique, blottie dans une conversation intense près des portes de la salle d'audience. Elle avait l'air rave, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient légèrement ébouriffés, et son maquillage ne parvenait pas tout à fait à cacher les cernes sous ses yeux. Pierce était assis à proximité, essayant d'avoir l'air solidaire, mais semblant surtout déplacé dans son costume de location mal ajusté. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de regarder nerveusement autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que la sécurité l'arrête à tout moment. Monsieur Solas. Drake apparut à mon coude, l'air détendu et confiant. Prêt pour ça? Plus que prêt. Comment on se présente? Comme si on était sur le point de gagner au loto. L'équipe de Hamilton a l'air nerveuse, et elle devrait l'être. Tout leur cas est construit sur des appels émotionnels et des technicalités procédurales, tandis que nous avons des preuves réelles de méfaits. La juge Morrison a appelé la cour à l'ordre à 14 h précises. C'était une femme à l'air sévère dans la soixantaine, avec des cheveux gris acier et une allure qui ne laissait place à aucune fioriture, suggérant qu'elle avait entendu toutes les histoires larmoyantes et les astuces juridiques du livre. Il s'agit d'une requête en annulation d'un accord prénuptial, commença-t-elle en examinant ses notes. Maître Hamilton, vous représentez la requérante. Veuillez procéder. Richard Hamilton se leva, tout en cheveux argentés et costume coûteux, projetant le genre de confiance qui coûte 500 $ de l'heure. Votre honneur, ma cliente a été contrainte de signer un accord abusif qui viole les principes fondamentaux d'équité et de justice. Pendant les 30 minutes suivantes, Hamilton a dépeint Rory comme une victime d'abus financiers et de pression familiale. Selon son récit, j'étais un mari contrôlant qui l'avait manipulée pour qu'elle renonce à ses droits, tandis qu'Ayla était une avocate en conflit d'intérêts qui avait trahi les intérêts de sa propre sœur. C'était une performance magistrale, pleine de terminologie juridique et d'appels émotionnels. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais peut-être été convaincu moi-même. Puis Drake se leva pour notre réponse. Votre honneur, commença-t-il calmement. L'avocat de la requérante vous a raconté une histoire convaincante. Malheureusement, c'est en grande partie de la fiction. Drake a méthodiquement démantelé les arguments de Hamilton, présentant les preuves de la liaison de Rory, des bijoux volés, des documents falsifiés et du comportement de plus en plus erratique de Pierce. Il a montré à la juge des SMS, des relevés de cartes de crédit, des registres bancaires et des images de sécurité. Il ne s'agit pas d'une femme innocente victimisée par un accord injuste, a conclu Drake. La juge Morrison a examiné les preuves attentivement, posant des questions pointues sur les chronologies et la documentation. Elle était particulièrement intéressée par les images de sécurité de la banque et les SMS menaçants de Pierce. Maître Hamilton, dit-elle finalement. Votre cliente a-t-elle une explication sur la raison pour laquelle ces bijoux ont été retirés du domicile conjugal avant l'événement déclencheur présumé? Hamilton s'est rapidement entretenu avec Rory, qui lui a chuchoté urgemment à l'oreille. Votre honneur, ma cliente prenait simplement des précautions pour protéger ses biens personnels. Des précautions contre quoi? Contre d'éventuelles représailles de la part de son mari. Mais selon votre propre chronologie, cela s'est produit avant toute confrontation ou révélation d'impropriété. Comment anticipait-elle des représailles pour des actions qui n'avaient pas encore été découvertes? Hamilton chercha une réponse, mais il était clair qu'il était pris au piège. Le vol des bijoux prouvait la préméditation, ce qui sapait tout leur récit d'une femme innocente poussée à chercher du réconfort ailleurs. La juge Morrison tourna son attention vers Pierce, qui avait essayé de se faire invisible au dernier rang. Monsieur Eldro, veuillez vous approcher de la barre. Pierce s'avança sur des jambes chancelantes, ressemblant à un homme se dirigeant vers son exécution. Monsieur Eldro,
êtes-vous conscient que tenter d'accéder au coffre-fort de quelqu'un d'autre en utilisant des documents falsifiés est un crime fédéral? J'essayais juste d'aider Rory à récupérer ses affaires. Avec des documents falsifiés? Je ne savais pas qu'ils étaient faux. Rory me les a donnés. La juge Morrison regarda Rory, qui était devenu pâle. Madame Solas, avez-vous fourni à Monsieur Eldro des documents frauduleux? Hamilton se leva rapidement. Votre honneur, ma cliente invoque son droit de ne pas s'auto-incriminer en vertu du 5e amendement. Notez. La juge Morrison prit une note sur son bloc-notes. Monsieur Eldro, vous êtes renvoyé, mais je vous suggère fortement de consulter un avocat au sujet de votre situation. Pierce a pratiquement fui la salle d'audience, laissant Rory seul face aux questions de la juge. L'audience s'est poursuivie pendant 1 heure de plus, mais l'issue n'a jamais vraiment fait de doute. La juge Morrison avait vu suffisamment de preuves pour conclure que l'accord prénuptial était valide, qu'il avait été correctement exécuté et que Rory en avait violé les termes. La requête en annulation est rejetée, a-t-elle annoncé. L'accord prénuptial reste tel qu'il a été rédigé, et ses termes seront appliqués. De plus, je renvoie l'affaire des documents bancaires frauduleux aux autorités fédérales compétentes pour enquête. Hamilton a tenté un dernier appel. Votre honneur, nous demandons un sursis en attendant l'appel. Refusé. Cette cour ne voit aucun motif d'appel susceptible de réussir. La juge Morrison ferma son dossier avec finalité. La séance est levée. Je suis sorti du palais de justice avec le sentiment d'avoir gagné le combat de championnat de ma vie. Rory et son équipe juridique se sont regroupés près des marches du palais de justice, discutant probablement de la gestion des dégâts et des prochaines étapes, mais leurs options étaient désormais limitées. Drake me frappa sur l'épaule. Eh bien, c'était satisfaisant. Hamilton avait l'air d'avoir avalé un citron. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous exécutons les termes de l'accord prénuptial. Rory récupère ses effets personnels et tout ce qui se trouvait sur ses comptes individuels avant le mariage. Tout le reste reste avec vous. Quant à l'enquête fédérale, c'est hors de nos mains. Mais je soupçonne que Pierce va avoir des conversations très inconfortables avec des agents du FBI dans un avenir proche. Alors que nous nous dirigions vers nos voitures, j'ai vu Rory s'approcher. Elle avait l'air vaincue, plus âgée en quelque sorte, comme si le poids de ses choix s'était finalement abattu sur ses épaules. Jared, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Drake me regarda d'un air interrogateur. Je hochai la tête. 5 minutes. Je serai dans la voiture, dit Drake en s'éloignant, mais en restant à portée de voix. Rory et moi nous tenions sur les marches du palais de justice. 2 personnes qui s'étaient autrefois promis de s'aimer pour toujours, maintenant des étrangers liés uniquement par des documents juridiques et une histoire commune. Je suis désolé, dit-elle finalement. Pour tout ça. Le mensonge, la tromperie, les décisions stupides. Tu ne méritais rien de tout ça. Non, je ne le méritais pas, je sais que tu ne pourras probablement pas me pardonner, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé. Peut-être pas de la façon dont tu avais besoin que je t'aime, mais je t'ai aimé. Je la regardais vraiment, et j'essayais de trouver une trace de la femme que j'avais épousée. Elle était toujours là, enterrée sous des années d'ambition, de déception et de mauvais choix. Mais elle était là. Je t'ai aimé aussi, dis-je. Mais l'amour ne suffit pas quand une personne ne cesse de prendre et l'autre de donner. Elle hocha la tête, les larmes commençant à couler. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, tu vas trouver comment reconstruire ta vie. Trouver un nouveau travail, un nouvel endroit où vivre, de nouveaux amis qui ne connaissent rien de tout ça. Tu es intelligente et talentueuse, Rory. Tu peux repartir à zéro si tu le veux. Et Pierce? J'haussai les épaules. Pierce va probablement aller en prison. La fraude bancaire est une affaire sérieuse, et il n'est pas assez malin pour s'en sortir par des paroles. Elle ferma les yeux comme pour chasser la réalité de sa situation. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Complètement et entièrement. Je suppose que je mérite ce que j'obtiens. Tu mérites ce que tu choisis, corrigez-je. Tu as fait des choix et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Ce n'est pas une punition. C'est juste la vie. Elle se retourna et s'éloigna sans un autre mot. Ses talons claquant sur les marches du palais de justice comme un compte à rebours. Je la regardais partir, ressentant quelque chose qui n'était ni tout à fait de la tristesse,
ni tout à fait du soulagement. Drake réapparut à mes côtés. « Comment te sens-tu » Comme si je venais de me réveiller d'un très long et très étrange rêve. Bon rêve ou mauvais rêve? Je réfléchis à la question. Les deux. Mais je suis content d'être réveillé. Nous sommes retournés au bureau de Drake pour finaliser les papiers et entamer le processus de fin officielle de mon mariage. C'était étonnamment simple compte tenu de la complexité de la relation. Quelques signatures, quelques documents déposés, et 12 ans de mariage seraient réduits à une note de bas de page juridique. Il y a une dernière chose, dit Drake alors que nous terminions. L'adhésion au country club. C'est à vos deux noms, mais étant donné les circonstances, il pourrait vouloir revoir la situation. Quel genre de révision? Le genre où il suggère poliment que l'un de vous, ou les deux, pourriez être plus heureux ailleurs. Les country clubs n'aiment pas les drames, surtout ceux qui impliquent des enquêtes fédérales. Ce soir-là, je me suis rendu au Lakewood Country Club pour ce qui pourrait être ma dernière visite en tant que membre. L'endroit avait le même aspect que d'habitude. Des terrains manucurés, des voitures chères sur le parking, des gens bien habillés prétendant que leur vie était parfaite. J'ai trouvé le directeur du club, Robert Ashford, dans son bureau, en train d'examiner les horaires des événements. Il leva les yeux quand je frappais, son expression soigneusement neutre. « Jared, content de vous voir. Veuillez vous asseoir. Je suppose que vous avez entendu parler de la procédure judiciaire. Les nouvelles vont vite dans notre communauté, dit-il diplomatiquement. Je veux que vous sachiez que la position du club est d'une neutralité totale dans les affaires personnelles. Mais nous avons des normes concernant la conduite des membres, en particulier en ce qui concerne les activités qui pourraient nuire à la réputation du club. Je hochai la tête. Vous voulez que je démissionne de mon adhésion? Je veux ce qui est le mieux pour toutes les personnes impliquées, y compris vous et Rory. L'adhésion de Madame Solas dépendait de la vôtre. Si vous choisissez de démissionner, son accès aux installations du club prendrait fin automatiquement. C'était une manière polie de dire qu'il nous expulsait tous les deux, mais il me donnait la dignité de faire croire que c'était volontaire. J'appréciais le geste, même si le résultat final était le même. Je soumettrai ma lettre de démission demain, dis-je. En retournant à ma voiture, je suis passé devant la salle à manger où Rory et moi avions célébré des anniversaires, des succès professionnels et des soirées tranquilles où nous nous apprécions encore. Ces souvenirs semblaient appartenir à des personnes différentes maintenant. Des personnages d'une histoire qui avait mal fini. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu paieras pour ce que tu nous as fait. Je montrai le message au gardien de sécurité à la porte. Si quelqu'un demande après moi ou essaie d'accéder au club en utilisant mon nom, veuillez appeler la police immédiatement. Y a-t-il un problème, monsieur Solas? Juste des précautions. Le gardien prit une note dans son registre. Nous garderons un œil. Je suis rentré chez moi par des rues familières qui semblaient maintenant différentes, comme si le paysage avait changé pendant que je ne prêtais pas attention. La maison était sombre et silencieuse, mais cela ressemblait plus à de la paix qu'à de la solitude. Je me suis servi un whisky et me suis assis dans mon fauteuil en cuir, celui que Rory avait toujours détesté. Demain, je commencerai à réfléchir à la suite. Nouvelle routine, nouveaux objectifs, peut-être même de nouvelles relations un jour. Mais ce soir, j'étais content de m'asseoir dans le silence et d'apprécier le simple plaisir d'être seul avec mes pensées. Le jeu était terminé, et j'avais gagné. Mais la victoire avait un goût différent de ce que j'attendais. Moins triomphant, plus comme un soulagement. Je m'étais protégé, moi et mes biens, j'avais révélé la vérité et j'avais tenu les gens responsables de leurs actions. C'était suffisant. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un autre message menaçant de Pierce, probablement. Ou peut-être Rory essayant de négocier une sorte d'accord. Je n'ai pas pris la peine de vérifier. Quoi qu'ils aient à dire, ça pouvait attendre demain. Ce soir m'appartenait. Samedi matin apporta une nouvelle inattendue. Je buvais mon café et lisais la section financière quand Drake appela, semblant plus excité que je ne l'avais entendu depuis des années. « Allume la chaîne 7, dit-il sans préambule. Tu vas vouloir voir ça. » Je saisis la télécommande et passai sur la chaîne d'information locale. Une journaliste se tenait devant l'immeuble de Pierce, parlant dans un microphone tandis que des voitures de police et des véhicules du FBI remplissaient l'arrière-plan.
Arrêté tôt ce matin pour des accusations fédérales de fraude bancaire et d'usurpation d'identité, disait la journaliste. Pierce Eldro, 42 ans, aurait utilisé des documents falsifiés pour tenter d'accéder sans autorisation à des comptes financiers appartenant à plusieurs victimes. Plusieurs victimes. C'était intéressant. L'enquête a commencé lorsque l'homme d'affaires local Jared Solas a signalé une activité suspecte impliquant ses comptes personnels, a poursuivi la journaliste. Les agents du FBI ont découvert qu'Eldro avait mené des stratagèmes similaires contre d'autres personnes, utilisant des relations amoureuses pour accéder à des informations personnelles et à des ressources financières. La caméra fit un panoramique pour montrer Pierce emmené menotté, le visage partiellement caché, mais clairement reconnaissable. Il semblait plus petit, en quelque sorte, diminué, comme un homme qui était finalement à court d'angle à jouer. Nom d'un chien, dis-je au téléphone. Combien d'autres victimes? Au moins 6 qu'ils ont identifiés jusqu'à présent, dit Drake. Apparemment, notre ami Pierce pratique cette arnaque depuis des années. Il cible des femmes qui réussissent, généralement des avocates ou des dirigeantes d'entreprise, les séduit, puis accède progressivement à leurs informations financières. Et Rory n'était que la dernière cible. Bien que dans son cas, il soit devenu gourmand et ait essayé de s'attaquer au coffre-fort avant de l'avoir correctement préparé. C'est ce qui a fait s'effondrer tout le château de cartes. Je ressentis un étrange mélange de justification et de pitié. Justification parce que cela prouvait que Pierce était exactement le prédateur que j'avais soupçonné, et pitié parce que Rory avait été manipulé par quelqu'un de bien plus calculateur que nous ne l'avions imaginé. Qu'est-ce que cela signifie pour la procédure de divorce? Ça rend tout plus simple, en fait. Difficile de prétendre que Rory suivait son cœur quand son amant s'avère être un criminel de carrière qu'il utilisait pour un gain financier. Le reportage se poursuivit avec des interviews de voisins et de collègues, dressant le portrait de Pierce comme un sociopathe charmant qui avait laissé une traînée de relations brisées et de comptes en banque vides dans plusieurs États. Le FBI demandait à d'autres victimes potentielles de se manifester. J'étais encore en train de digérer cette information quand on sonna à ma porte. À travers le Judas, je vis Ayla debout sur mon porche, tenant une bouteille de champagne et l'air inhabituellement joyeux. « Tu fêtes déjà ça ?» demandai-je en ouvrant la porte. « Oh, ça ne fait que commencer », dit-elle en passant devant moi pour entrer dans le salon. « Tu as vu les nouvelles ? Je viens de finir de regarder. Pierce est un criminel assez accompli, apparemment. 6 victimes qu'ils connaissent, probablement plus. Le FBI pense qu'il mène cette arnaque depuis au moins 5 ans, se déplaçant de ville en ville, ciblant des femmes qui réussissent dans la trentaine et la quarantaine. Elle ouvrit le champagne avec une efficacité experte, remplit 2 verres et m'entendit un. À la justice, dit-elle en levant son verre. Aux conséquences, répliquai-je. Nous bûmes et je devais admettre que le champagne avait meilleur goût que n'importe quel vin que j'avais bu depuis des mois. Il y a autre chose, dit Ayla en s'installant sur le canapé. Quelque chose que je pense que tu devrais savoir avant que ça n'aille plus loin. À propos de Rory. À propos de Pierce. Et de la façon dont il a trouvé Rory en premier lieu. Je m'assis en face d'elle, soudain méfiant. Que veux-tu dire? Je veux dire que ce n'était pas un accident qu'il se soit montré à son café. Pierce a fait des recherches sur des cibles en ligne, cherchant des femmes qui correspondaient à son profil. Réussi, marié, potentiellement vulnérable au bon type d'attention. Comment sais-tu ça? Ayla sourit, mais il y avait quelque chose de froid dans son expression. Parce que je l'ai aidé à la trouver. Le verre de champagne me glissa des mains, se brisant sur le parquet. Tu as quoi? Pas directement, dit-elle rapidement. Mais j'ai peut-être mentionné à certaines personnes que ma sœur traversait une période difficile dans son mariage, se sentait peu appréciée, passait beaucoup de temps dans ce café du centre-ville. Je la fixais, essayant de comprendre ce que j'entendais. Tu lui as tendu un piège. J'ai créé une opportunité. Pierce en a profité, comme je savais qu'il le ferait. Comment savais-tu même que Pierce était un escroc? Je ne le savais pas, pas spécifiquement. Mais je savais qu'il était une source de problèmes. Quand il est revenu en ville il y a 6 mois, j'ai fait quelques recherches, j'ai découvert ses entreprises en faillite, ses dettes croissantes, la série de femmes riches qu'il a fréquentées et abandonnées. Il n'était pas difficile de relier les points. Je me levai, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et retour. Alors, tu as délibérément mis ta sœur sur le chemin d'un criminel. Je l'ai mise sur le chemin des conséquences.
Le fait que Pierce soit un criminel n'était qu'une heureuse coïncidence. Ayla, c'est la justice, dit-elle fermement. Rory prend des choses qui ne lui appartiennent pas depuis 20 ans. Elle a pris mon fiancé. Elle s'est attribué le mérite de mon travail. Elle a saisi des opportunités qui auraient dû revenir à d'autres personnes. Elle n'a jamais fait face à de réelles conséquences parce qu'elle est belle et charmante et que les gens lui pardonnaient toujours. Alors tu as décidé de détruire sa vie. Je me rassis, l'esprit en ébullition. L'accord prénuptial, la clause de dévastation, tout ça faisait partie de ça. C'était une assurance. Je savais que Rory finirait par tromper. C'est sa nature. L'accord prénuptial garantissait que tu serais protégé quand elle le ferait. Et si elle n'avait pas trompé? Ayla haussa les épaules. Alors elle m'aurait prouvé que j'avais tort, et vous auriez tous les deux vécu heureux pour toujours. Gagnant-gagnant. Je la regardais, assise là, sirotant calmement son champagne tout en expliquant comment elle avait orchestré la chute de sa propre sœur. Et je sentis un frisson me parcourir l'échine. Tu es terrifiante, dis-je. Je suis méticuleuse. Il y a une différence. Vraiment? Tu as manipulé tout le monde. Moi, Rory, même Pierce dans une certaine mesure. Nous n'étions que des pièces dans ton jeu, pas des pièces, des joueurs. Chacun a fait ses propres choix en fonction de ses propres motivations. J'ai simplement arrangé l'échiquier. Mon téléphone sonna, interrompant la conversation. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Rory. Réponds, dit Ayla. Ça devrait être intéressant. Je pris le téléphone. Allô, Rory. Jared, Dieu merci. Sa voix était tremblante, paniquée. Tu as vu les nouvelles à propos de Pierce? Oui, j'ai vu. Je n'en avais aucune idée. Je te jure, je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Je pensais qu'il tenait à moi. Que veux-tu, Rory? Je veux rentrer à la maison. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal, mais Pierce m'utilisait. Il nous utilisait tous les deux. Est-ce que ça ne change rien? Je regardais Ayla, qui me regardait avec intérêt, comme un scientifique observant une expérience. Non, dis-je finalement. Ça ne change rien. Mais j'étais aussi une victime. Tu étais une participante consentante. Le fait que Pierce ait eu des arrière-pensées ne change pas le fait que tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de me mentir, de me voler, de trahir notre mariage. Jared, s'il te plaît. Le divorce tient, Rory. L'accord prénuptial tient. Rien n'a changé, sauf que ton petit ami va en prison. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Ayla leva son verre dans un toast simulé. Froid, dit-elle avec approbation. Mais juste. Ne fais pas ça, dis-je. N'agis pas comme si nous étions partenaires dans cette affaire. Ce que tu as fait. Manipuler tout le monde, piéger ta propre sœur. Ce n'est pas de la justice. C'est de la vengeance. Parfois, c'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. La justice, ce sont les conséquences des actions. Ce que tu as fait, c'était régler de vieux comptes. Ayla finit son champagne et se leva. Peut-être, mais le résultat final est le même. Rory a fait face aux conséquences de ses choix. Tu es libéré d'un mariage qui te rendait malheureux, et un criminel de carrière est hors des rues. Tout le monde gagne. Sauf Rory. Rory s'en sortira. Elle est intelligente. Elle est résiliente. Et elle apprendra de cette expérience. Peut-être qu'elle deviendra même une meilleure personne. Et toi? Qu'est-ce que tu retires de tout ça? Ayla sourit. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, l'expression semblait complètement authentique. Je peux enfin voir ma sœur faire face aux conséquences de ses actions. Après 20 ans, ça vaut plus que tu ne peux l'imaginer. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, Jared, je t'aime bien. Tu es un homme bien qui méritait mieux que ce que Rory te donnait. Je suis contente que les choses se soient arrangées en ta faveur. Même si cela signifie détruire ta relation avec ta sœur? Rory et moi n'avons pas eu de vraie relation depuis des années. Nous faisions juste semblant, prétendant que nous étions une famille normale. Au moins, maintenant, nous pouvons arrêter de prétendre.
Après son départ, je suis resté assis dans la maison silencieuse, essayant de digérer tout ce que j'avais appris. La femme en qui j'avais eu confiance pour m'aider à protéger mes intérêts avait orchestré toute la situation depuis le début. Elle avait manipulé sa propre sœur pour la pousser à une liaison, sachant que cela déclencherait l'accord prénuptial et détruirait la vie de Rory. Cela aurait dû me déranger plus que ça ne l'a fait. Peut-être que j'étais sous le choc. Ou peut-être que j'avais simplement atteint un point où plus rien ne pouvait me surprendre. Quoi qu'il en soit, je me sentais étrangement calme face à toute cette révélation. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Je trouverai un moyen de te faire payer. Pierce avait apparemment réussi à avoir accès à un téléphone, même depuis la prison. Je transférai le message à Drake et à l'agent du FBI qui m'avait donné sa carte après l'arrestation de Pierce. Dimanche s'est passé tranquillement. Je suis allé au gymnase de Mickey, je me suis entraîné jusqu'à ce que mes muscles soient endoloris, puis je suis rentré chez moi et j'ai passé l'après-midi à lire. Ça faisait du bien d'avoir une journée sans drame, sans révélation, sans appel d'avocat, d'ex-femmes ou d'agents fédéraux. Lundi apporta la nouvelle que le Country Club voulait organiser un événement spécial, une collecte de fonds pour des œuvres de charité locale avec des membres éminents de la communauté des affaires comme invités d'honneur. Le genre d'événement où les réputations se faisaient et les accords se concluaient autour de vin cher et de discours soigneusement préparés. Ils veulent que vous parliez, m'expliqua Robert Ashford quand il m'appela. Sur l'intégrité dans les affaires, surmonter les défis personnels, ce genre de choses. Je pensais que je démissionnais de mon adhésion. C'était avant que l'affaire Pierce ne soit révélée. Le conseil d'administration a reconsidéré sa position étant donné les circonstances. Vous êtes perçu comme une victime qui a géré une situation difficile avec dignité et classe. Et Rory? L'adhésion de Madame Solas reste suspendue en attendant la résolution de ses problèmes juridiques. Le Country Club voulait donc réhabiliter ma réputation tout en se distançant du scandale de Rory. C'était cynique mais prévisible. Les institutions comme Lakewood survivaient en soutenant les gagnants et en abandonnant les perdants. Quand a lieu cet événement, demandai-je. Samedi soir. Tenue de soirée, dîner complet, environ 200 invités. Votre discours serait bref, peut-être 10 minutes. Quel genre de discours? Ce que vous jugerez approprié. Le thème est le caractère dans la crise. Comment les gens révèlent leur vraie nature face à des circonstances difficiles. J'ai failli rire de l'ironie. Un discours sur le caractère prononcé par quelqu'un qui venait de découvrir que toute sa situation avait été orchestrée par une belle-sœur vengeresse. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était en fait parfait. J'avais quelque chose à dire sur le caractère dans la crise, sur la façon dont les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Je le ferai, dis-je. Excellent. Nous vous enverrons les détails. J'ai passé la semaine à préparer mon discours, réfléchissant à ce que je voulais dire à un public de personnes qui avaient vu mon mariage imploser en temps réel. Certains d'entre eux avaient probablement colporté des ragots à ce sujet, spéculé sur ce qui s'était réellement passé, peut-être même pris parti. Vendredi soir, j'ai reçu un appel de Drake avec une mise à jour sur la situation de Pierce. Il a accepté de plaider coupable à toutes les accusations, dit Drake. Il risque probablement 5 à 7 ans dans une prison fédérale, plus le remboursement des victimes. Et Rory? Elle coopère pleinement à l'enquête. Le FBI ne pense pas qu'elle était au courant des autres victimes de Pierce, donc il ne prévoit pas de l'inculper pour quoi que ce soit lié au stratagème de fraude. Juste les documents bancaires. C'est encore à l'étude. Comme Pierce a admis qu'il a falsifié les documents à son insu, il pourrait décider de ne pas poursuivre. Elle a assez souffert. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais à ce sujet. Une partie de moi voulait que Rory fasse face aux conséquences de son rôle dans le stratagème, mais une autre partie de moi reconnaissait qu'elle avait aussi été une victime, juste d'une manière différente. Samedi arriva gris et pluvieux, le genre de temps qui donnait à tout un air fatigué et usé. J'ai passé l'après-midi à revoir mes notes de discours et à me préparer pour la soirée. Les événements en tenue de soirée n'étaient pas mes préférés, mais je devais admettre qu'il y avait quelque chose de satisfaisant dans ce rituel. La préparation minutieuse, les vêtements chers, la transformation de la personne de tous les jours en personnage public. Je suis arrivé au Lakewood Country Club à 19h, une heure avant le début du dîner. La salle de bal était décorée de nappes blanches et d'accents dorés, des lustres en cristal projetant une lumière chaude sur des tables rondes dressées pour 10 personnes.
C'était élégant et cher, le genre de cadre où des personnes importantes faisaient des annonces importantes. Robert Ashford m'a accueilli à l'entrée, l'air soulagé que je sois effectivement venu. Jared, merveilleux de vous voir. Vous serez à la table d'honneur, bien sûr. Votre discours est prévu juste après le plat principal, avant le dessert et le café. Qui d'autre parle? Le maire, le président de la chambre de commerce, et vous. Environ 10 minutes chacun. Ensuite, nous ouvrirons le bar pour le réseautage. Je me suis mêlé aux autres invités, acceptant les condoléances pour mon divorce et les félicitations pour mon succès professionnel. La plupart des gens étaient polis mais curieux, espérant clairement que je partagerais quelques détails croustillants sur l'affaire Pierce. J'ai repéré plusieurs visages familiers du cabinet d'avocats de Rory, des collègues qui avaient travaillé avec elle pendant des années. Ils semblaient mal à l'aise, se demandant probablement si leur association avec elle nuirait à leur propre réputation. La politique de bureau était brutale dans les environnements juridiques à hauts enjeux. À 20h15, Robert a appelé tout le monde à table pour le dîner. J'étais assis entre la femme du maire et un éminent promoteur immobilier, qui tous deux engageaient une conversation polie tout en pêchant clairement des informations sur ma situation personnelle. Le repas était excellent. Une sorte de poisson avec une sauce compliquée, des légumes qui avaient probablement des noms français, un vin qui coûtait plus cher la bouteille que ce que la plupart des gens dépensent en course. J'ai mangé machinalement, l'esprit concentré sur le discours que j'étais sur le point de prononcer. Après que le plat principal a été débarrassé, Robert s'est levé et a présenté les orateurs de la soirée. Le maire a commencé, livrant des remarques prévisibles sur les valeurs communautaires et la responsabilité civique. Le président de la Chambre de commerce a suivi avec des observations tout aussi fades sur l'éthique des affaires et le développement économique. Puis ce fut mon tour. Je me suis dirigé vers le podium, regardant les 200 visages tournés vers moi avec attente. Certaines de ces personnes me connaissaient depuis des années, m'avaient vu construire mon entreprise et mon mariage. D'autres ne me connaissaient que de réputation ou par les récents titres de journaux. Tout était curieuse de ce que je pourrais dire. Merci de m'avoir invité ce soir, commençai-je. Quand Robert m'a demandé de parler du caractère en temps de crise, je n'étais pas sûr d'être la bonne personne pour le faire. Après tout, je suis le type dont la femme a eu une liaison avec un criminel de carrière. Pas vraiment une histoire de succès. Quelques personnes rirent nerveusement. Ce n'était pas le ton auquel elles s'attendaient. Mais j'ai alors réalisé que la crise ne crée pas le caractère. Elle le révèle. Quand les gens sont sous pression, quand leurs confortables certitudes sont remises en question, quand ils doivent choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, c'est là que l'on voit qui ils sont vraiment. Je fis une pause, balayant la salle du regard. Au fond, près de l'entrée de service, j'aperçus une silhouette familière, Rory, vêtue d'une simple robe noire, se tenant juste dans l'embrasure de la porte. Elle semblait pâle et mince, mais ses yeux étaient fixés intensément sur moi. Au cours des dernières semaines, j'ai appris des choses sur des personnes que je pensais bien connaître. J'ai découvert que quelqu'un en qui j'avais confiance manipulait les événements en coulisses. J'ai appris que quelqu'un que j'aimais était capable de trahison et de tromperie. Et j'ai découvert des choses sur moi-même que je ne savais pas exister. La salle était maintenant complètement silencieuse. Même le personnel de service avait cessé de bouger. J'ai appris que je suis capable de calculs impitoyables pour protéger ce qui m'importe. J'ai appris que je peux être froid et impitoyable quand je me sens trahi. J'ai appris que la vengeance, même lorsqu'elle est justifiée, n'est pas aussi satisfaisante qu'on le pense. Je regardais directement Rory, qui se tenait très immobile au fond de la salle. Mais j'ai aussi appris que le pardon ne consiste pas à excuser le comportement de quelqu'un ou à prétendre que rien ne s'est passé. Le pardon, c'est choisir de ne pas laisser leurs actions définir votre avenir. C'est prendre la responsabilité de ses propres choix et avancer avec dignité. Je me suis retourné vers le public. La personne qui a eu une liaison a fait un choix. La personne qui a manipulé la situation a fait un choix. Le criminel de carrière qui a utilisé les gens pour un gain financier a fait un choix. Et j'ai fait des choix aussi, sur la façon de réagir, de me protéger, d'avancer. Je fis une autre pause, laissant les mots pénétrer. Le caractère en temps de crise, ce n'est pas être parfait. C'est être honnête avec soi-même et avec les autres sur qui l'on est et ce dont on est capable. C'est accepter la responsabilité de ses actions et de leurs conséquences. Et c'est choisir chaque jour d'être le genre de personne que l'on peut respecter. Je regardai une dernière fois la salle,
croisant le regard de personnes que je connaissais depuis des années. Merci de votre attention, et merci de m'avoir donné l'occasion de partager ces pensées avec vous. Les applaudissements furent polis, mais incertains. Je leur avais donné quelque chose de plus personnel et de plus dérangeant que ce à quoi ils s'attendaient. En retournant à ma place, je vis Rory se glisser par l'entrée de service, disparaissant dans la nuit. Le reste de la soirée se déroula dans un flou de réseautage et de conversations légères. Les gens m'approchaient avec un mélange d'admiration et de méfiance, comme s'ils ne savaient pas trop quoi penser de mes remarques. J'ai donné des réponses appropriées, serré des mains, échangé des cartes de visite et joué le rôle de l'homme d'affaires à succès qui remet sa vie en ordre. À 23 heures, je me suis enfin échappé sur le parking. La pluie avait cessé et les étoiles étaient visibles à travers les éclaircies. Je marchais vers ma voiture quand j'entendis des pas derrière moi. Jared. Je me retournai pour voir Rory s'approcher, ses talons claquant sur le trottoir mouillé. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, diminuée par tout ce qui s'était passé. C'était tout un discours, dit-elle. Tu l'as entendu? La majeure partie. Je suis venu. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Peut-être pour voir comment tu allais. Je vais bien. Et toi? Parce que ce discours ressemblait à celui de quelqu'un qui a traversé l'enfer. Je réfléchis à la question. Peut-être que j'ai traversé l'enfer, mais j'en suis sorti. Et moi? Est-ce que j'en suis sorti? Je la regardais, debout sur le parking. Cette femme qui avait été le centre de mon monde pendant 12 ans, et je sentis quelque chose bouger en moi. Je ne sais pas, Rory. Ça ne dépend que de toi. Pierce va en prison. 5 ans, peut-être plus. Le FBI dit que je ne serai accusé de rien, mais ma réputation est détruite. Aucun cabinet d'avocats ne voudra de moi. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Et je n'ai pas les moyens de garder mon appartement. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Parce que parfois, je pense que tu savoures tout ça. Je pesai ces mots soigneusement. Je ne savoure pas ta souffrance, Rory. Mais je ne vais pas prétendre que je ne suis pas soulagé d'être libéré d'un mariage qui nous rendait tous les deux malheureux. Nous n'étions pas malheureux. Nous étions juste bloqués. Peut-être, mais être bloqué n'est pas une façon de vivre. Elle resta silencieuse un moment, regardant les étoiles. Ayla m'a dit ce qu'elle a fait. Comment elle a tout manigancé, manipulé la situation. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pensé que c'était la chose la plus typique d'Ayla qu'elle puisse faire. Elle prépare sa vengeance contre moi depuis 20 ans, et elle a enfin trouvé l'occasion parfaite. Est-ce que ça change ce que tu ressens à propos de ce qui s'est passé? Rory secoua la tête. Non. Elle a créé l'opportunité, mais j'ai fait les choix. J'ai choisi de rencontrer Pierce, de te mentir, de tout risquer pour quelqu'un qui m'utilisait. C'est ma faute. C'était la première fois qu'elle assumait l'entière responsabilité sans chercher d'excuses ni blâmer les circonstances. Peut-être qu'elle était enfin en train de grandir. Que vas-tu faire maintenant, demandai-je. Repartir à zéro, je suppose. Trouver une nouvelle carrière. Peut-être déménager dans une autre ville où les gens ne connaissent pas mon histoire. Découvrir qui je suis quand je n'essaie d'impressionner personne. Ça a l'air sain. Vraiment? Parce que pour moi, ça a l'air terrifiant. Je faillis sourire. Les meilleurs changements sont généralement terrifiants. Elle fit un pas de plus et pendant un instant, je pensais qu'elle pourrait essayer de me toucher, de combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Au lieu de cela, elle resta là, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Je sais que tu ne peux pas me pardonner, dit-elle enfin. Je sais qu'il s'est passé trop de choses. Trop de mal a été fait. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pas seulement pour m'être fait prendre, pas seulement pour les conséquences, mais pour t'avoir blessé. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Merci, dis-je. Ça signifie quelque chose. Est-ce que ça signifie assez? Je savais ce qu'elle demandait, mais je savais aussi la réponse. Non, Rory, ça ne suffit pas. Il s'est passé trop de choses. Trop de confiance a été brisée. On ne peut pas revenir à ce que nous étions. Elle hocha la tête, des larmes commençant à couler. Je sais. Il fallait juste que je demande.
Je comprends. Elle se tourna pour s'éloigner, puis s'arrêta et se retourna. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera ce que tu as à offrir. Tu es un homme bien, Jared. J'ai perdu ça de vue, mais c'est vrai. Et j'espère que tu découvriras qui tu veux être quand tu ne joues pas un rôle pour les autres. Il y a une bonne personne en toi, Rory. Elle s'est juste perdue pendant un moment. Elle sourit à travers ses larmes. Peut-être qu'on s'est tous les deux perdus. Je la regardais s'éloigner à travers le parking, sa silhouette rapetissant jusqu'à disparaître dans les ombres entre les lampadaires. J'avais l'impression que c'était la fin de quelque chose d'important, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Je suis rentré chez moi par des rues vides, passant devant des maisons où des familles dormaient paisiblement, devant des commerces qui ouvriraient demain pour servir des clients qui avaient leurs propres rêves, problèmes et relations compliquées. Le monde était rempli de gens faisant des choix, faisant face aux conséquences, essayant de trouver comment vivre avec dignité et détermination. À la maison, je me suis servi un whisky et je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, pensant à tout ce qui s'était passé, la liaison, le divorce, les révélations sur Pierce et Ayla, le discours que je venais de prononcer. C'était comme une vie entière compressée en quelques semaines. Mon téléphone vibra avec un SMS de Drake. J'ai vu la couverture médiatique de ton discours. Bien joué. Tu as officiellement achevé ta transition de victime à survivant. J'ai répondu, et maintenant? Tout ce que tu veux. Tu es libre maintenant. Libre. C'était un mot auquel j'avais beaucoup pensé ces derniers temps, mais je commençais enfin à comprendre ce qu'il signifiait. Pas seulement la liberté d'un mauvais mariage ou d'une situation manipulatrice, mais la liberté de choisir qui je voulais être à l'avenir. J'ai fini mon whisky et je suis monté me coucher, laissant les lumières allumées en bas. Demain, je commencerai à réfléchir à la suite. Nouvelle routine, nouveaux objectifs, peut-être même de nouvelles relations un jour. Mais ce soir, j'étais content de dormir dans mon propre lit, dans ma propre maison, sans avoir de compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. Le jeu était terminé, et chacun avait eu exactement ce qu'il méritait, y compris moi. Dehors, la pluie se remit à tomber, lavant les rues et préparant le monde pour la suite,